Bonjour tout le monde. C'est la professeure Salem. Donc, on démarre notre troisième séance sur les stratégies industrielles. Donc, on s'est arrêté la dernière fois sur les types de décisions possibles. Donc, en général, on peut décliner trois types de décisions: les décisions stratégiques, les décisions opérationnelles et les décisions de pilotage. Alors, le premier type de décision sont les décisions opérationnelles qui représentent le cœur du système entreprise. Ces décisions, elles sont très nombreuses. euh, Parce qu'elles sont prises d'une manière quasi quotidienne et parce que aussi elles sont répétitives. Euh, Elles ne concernent le plus souvent qu'un seul système de l'entreprise. On ne peut pas parler d'une décision opérationnelle qui se prenne d'une manière ou bien qui concerne le haut niveau hiérarchique de l'entreprise. Donc, ça ne concerne qu'un seul sous-système d'entreprise. En général, elles n'ont que des effets à court terme, puisqu'ils sont opérationnels et quotidiennes et répétitives. Elles sont prises individuellement et aucune d'elles ne remet véritablement en cause la survie à long terme de l'entreprise. Donc, ce qui remet vraiment en cause la survie de l'entreprise à long terme, ce sont les décisions stratégiques et et parfois les décisions de pilotage. On va le voir par la suite. Euh, les décisions aussi opérationnelles sont prises sur la base d'un certain nombre je dirais, de véritables ou bien de variables décisionnelles relativement limitées et presque toujours les mêmes. Elles peuvent le plus souvent être quantifiées, chiffrables et modélisables, chose qui est très logique, parce qu'ils sont des décisions quotidiennes et qui se répètent tous les jours, ou bien toutes les minutes. À chaque fois, il y a un besoin, se répètent ces types de décisions opérationnelles. Donc, elles sont faciles à quantifier et à chiffrer. L'objectif recherché par la prise de décision opérationnelle est fréquemment un objectif d'optimisation. Donc, soit qu'on cherche à maximiser un chiffre d'affaires, un volume, un taux, un ratio, une marge, etc. Soit qu'on cherche à minimiser un coût, un délai ou autre. Et enfin, les décisions opérationnelles devraient être décentralisées au maximum et déléguées au bas que possible, aussi bas que possible dans la hiérarchie. Donc décentralisées parce que le directeur général, elle a beaucoup de choses à faire, par exemple, et il s'occupe de tout ce qui est général, tout ce qui est stratégique, tout ce qui concerne le long terme et délégué parce que tout simplement, les responsables ou bien les directeurs, par exemple, ne peuvent pas prendre en charge et en responsabilité les décisions opérationnelles qui se répètent chaque jour et qui sont devenues des décisions, je dirais, habituelles pour les collaborateurs au sein de l'entreprise. Alors, le deuxième type de décision sont les décisions de pilotage et ces décisions, ou bien les réalisations, les objectifs fixés et les prévisions, ils ne sont pas identiques. Ça veut dire que ces décisions de pilotage, ils sont prises lorsque la qualité des produits, par exemple, est inacceptable, lorsque les délais de livraison ne sont pas tenus, quand les bénéfices attendus se transforment en pertes, lorsque le taux d'absentéisme croît au sein de l'entreprise, lorsque les salariés ne sont plus motivés et lorsqu'il y a beaucoup de problèmes et que les salariés, bien sûr, réagissent négativement à travers des grèves. Euh, donc, ces décisions de pilotage consistent en général à identifier les écarts,
à analyser, par exemple, leurs sources et leurs causes, et surtout à prendre des mesures correctives. Elles sont en principe plus rares que les décisions opérationnelles. Elles constituent des décisions d'exception. Donc, ils ont un critère, bien, ils ont le caractère d'exception. Ils sont difficiles à prévoir, à organiser ou à modéliser parce qu'ils sont exceptionnels. Elles doivent être prises dans un monde où les niveaux de risque et d'incertitude sont beaucoup élevés. Donc, si le niveau de risque n'est pas élevé, on parle de décisions opérationnelles. Mais lorsque le risque est élevé, lorsqu'il y a un problème exceptionnel, lorsqu'il y a des situations brusques, difficiles à prévoir, là, on est en face d'une situation de décision de pilotage. La solution passe rarement par un objectif d'optimisation. C'est pas comme les décisions opérationnelles, minimiser ou maximiser, c'est pas la même logique. La solution passe plutôt par la recherche de solutions satisfaisantes qui répondent aux contraintes des différents sous-systèmes internes et externes. Donc l'objectif, c'est, comme je viens de dire, c'est de prendre des mesures correctives. Ces décisions ne touchent que très rarement la stratégie de l'entreprise. C'est comme les décisions opérationnelles. Mais là, parfois, on peut toucher à la stratégie de l'entreprise, mais c'est très, très rare. Vraiment, c'est très rare. Euh, Elle consiste plutôt à piloter et à gérer l'entreprise à l'intérieur d'un axe stratégique qui est déjà défini par l'entreprise. Et finalement, les décisions de pilotage euh, consistent à prendre des actions correctives pour ramener l'entreprise à la stratégie pardon, choisie. Donc c'est ça l'objectif final. Ça résume tout. Ça veut dire que ils sont entre l'opérationnel et le stratégique. Entre l'opérationnel qui se prennent tout ce qui se prend chaque jour, répétitif, d'une manière répétitive, et tout ce qui est stratégique du long terme et du très long terme. L'objectif, c'est de ramener l'entreprise euh, à la stratégie déjà choisie et fixée par les décideurs, tout simplement. Alors, troisième type de décision sont les décisions stratégiques. Et c'est l'interface entre le système entreprise et son environnement. Donc là, dans ce type de décision, la dimension temporelle prend ici toute son importance, parce on parle du long terme. Vraiment, c'est la durée, c'est le temps qui parle ici. Les décisions stratégiques consistent à piloter l'entreprise à long terme. Elles affectent les décisions opérationnelles, chose qui est tout à fait logique. Elles affectent la survie, la pérennité de l'entreprise, tout à fait normal, puisque c'est la stratégie de l'entreprise. Donc, en cas d'anomalie, en cas de problème, en cas de crise, elles affectent l'existence de l'entreprise. Elle implique une analyse approfondie de l'état actuel de l'entreprise dans son environnement, parce que l'impact de l'environnement ici est très important. Elle implique aussi une analyse approfondie telle qu'elle peut devenir dans le futur et telle qu'elle est susceptible d'évoluer, c'est-à-dire les scénarios du futur. Donc, essayer d'analyser, de bien analyser cette caractéristique de la décision stratégique, c'est qu'en même temps, l'entreprise a un souci pour ses activités ou bien pour son activité en général au sein de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle peut devenir dans le futur spontané et comment elle est susceptible, c'est-à-dire comment elle doit évoluer dans le futur aussi, toujours à travers, bien sûr, un certain nombre de contraintes et en prenant en considération un certain nombre de contraintes, d'avantages, d'inconvénients, etc. Les décisions stratégiques sont par nature centralisées et ne peuvent pas être déléguées. Donc, c'est tout à fait le contraire des décisions opérationnelles. Le choix d'une stratégie est une décision toujours unique, d'accord? Euh, et deux décisions
stratégiques identiques sur le papier ne sont jamais dans l'état réel. C'est-à-dire que parfois, on peut prendre 2 décisions stratégiques qui sont identiques sur le papier, d'accord? Mais c'est-à-dire réellement sur le terrain, ils ne sont pas appliqués ou bien pratiqués ou bien, exécutés en même temps. Voilà, c'est la dernière, idée. Ces 2 décisions, elles sont identiques, ou bien qui sont identiques sont prises à des moments différents. Et là, j'ai donné, un exemple, une décision stratégique d'apprendre un nouveau métier et une autre décision de se focaliser sur un domaine d'activité stratégique, un DAS. Ça, ce sont 2 décisions stratégiques qu'on ne peut pas les prendre en même temps, mais qu'on peut se mettre d'accord sur l'application de ces 2 décisions, mais à des moments différents. Le niveau de risque inhérent à ce type de décision, il est toujours élevé. C'est tout à fait normal parce que ça touche la stratégie, ça touche la pérennité de l'entreprise, ça touche l'existence même de cette dernière. Ces décisions concernent le long terme, mais avec des conséquences attendues, parfois subies, à plus ou moins court terme. Là, je m'explique. Normalement, on a dit que les décisions stratégiques concernent c'est-à-dire le long terme, le très long terme, mais parfois avec des conséquences attendues, on peut parler du court terme ou bien du plus ou moins court terme. Et là, je reviens toujours à notre parfait exemple qui est la crise sanitaire du Covid-19. Il y a plusieurs stratégies qui ont été bien sûr décidées par les entreprises de tout secteur confondu, mais à un moment donné, pour trouver une solution, pour chercher des actions correctives, euh, on a pris des décisions du court terme ou bien on a transformé ces décisions, on a essayé de corriger ces décisions stratégiques sous forme de décisions plus ou moins court terme. Donc, c'était l'environnement qui nous a obligés ou bien qui a obligé ces entreprises à réagir dans l'immédiat. Une décision stratégique est finalement toujours prise par un individu ou un groupe d'individus et la meilleure décision, c'est elle dans l'équipe dirigeante est persuadée qu'elle est la meilleure, bien sûr sur la base d'un certain nombre d'informations, d'un certain nombre d'études, d'analyses préalables. Et c'est elle aussi, dans tous les échelons hiérarchiques de l'entreprise, se mettre d'accord. Là, je reviens à l'exemple que je vous ai donné au départ dans notre première ou deuxième séance, lorsqu'on a parlé de la responsabilité du manager de faire ses choix et de faire accepter ses choix aux différents échelons hiérarchiques. Les décisions stratégiques doivent rester relativement rares euh, pour éviter tout type de choc. Parce qu'il y a plusieurs virages. Les virages stratégiques brutaux ne soient pas fréquents, parce que l'effet se sent à long terme et parce que l'échec ou bien les échecs sont très coûteux pour l'entreprise. Concernant l'effet qui se sent à long terme, je reviens toujours à la crise sanitaire. Je me positionne par rapport aux entreprises qui ont eu des difficultés dans la première année. En 2020, je parle de 2020, le déclenchement de la crise. Donc, c'est vrai qu'en première année, on a dit que tel secteur a eu des difficultés financières surtout, euh, euh, dû à la crise économique ou bien à la crise sanitaire du Covid-19. Mais on a commencé à sentir l'effet réel de cette crise qu'à partir de cette année 2021. C'est là où on a commencé à quantifier et à chiffrer réellement les pertes des entreprises. Mais encore,
C'est-à-dire que les pertes ou bien les effets et les impacts de la crise vont encore se sentir dans les années à venir. Donc l'effet se sent vraiment à long terme. Euh, Dans une démarche stratégique, l'entreprise est considérée comme une entité globale et ouverte sur son environnement. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que jamais un sous-ensemble de l'entreprise ne peut être privilégié au détriment des autres. Au sein de l'entreprise, les décisions stratégiques ne concernent pas un seul département une seule direction, mais ça concerne toute c'est-à-dire le système, tout le système général de l'entreprise. Ça touche un niveau plus élevé qui est le niveau de la direction générale. La deuxième chose, on dit qu'une réflexion ou une décision stratégique sont utiles lorsque le dirigeant est persuadé que l'avenir de son entreprise dépend en grande partie de ce qui se passe et surtout de ce qui va se passer dans l'environnement de celle-ci. Donc là, je reviens à l'environnement qui est un facteur très important ayant un impact direct sur la stratégie ou bien les décisions stratégiques des entreprises. Alors, en parlant de ces trois types de décisions, opérationnelles, de pilotage et stratégiques, il faut mentionner que l'ensemble de ces décisions prises sont prises sur la base d'un certain nombre ou bien d'un processus décisionnel qui lui-même a dû suivre toutes les mutations de l'environnement jusqu'à nos jours. Et quand on dit un processus, ça veut dire un certain nombre d'étapes qu'il faut suivre. C'est un enchaînement de phases, d'étapes à suivre et à respecter pour aboutir à concrétiser une telle ou telle décision, quel que soit le type de la décision. Dans les années 60, par exemple, on parlait pas de décision, plutôt on parlait de SWOT, l'analyse SWOT. On parlait aussi de planification. Après, on a commencé à parler de la démarche stratégique, on l'a déjà vu à travers les quatre fameuses étapes qu'on a vues ensemble. À partir des années 90, c'est-à-dire fin 90, on a commencé à parler du concept veille, tout type de veille, veille économique, veille stratégique, intelligence économique, business intelligence, competitive intelligence aussi. C'est un processus, ce sont des processus qui permettent ou qui aident à la prise de décision. Aujourd'hui, c'est plus avancé, c'est plus développé. On parle plutôt d'intelligence artificielle à l'aide de big data aussi. C'est plus sophistiqué, c'est plus développé. Alors, le premier processus décisionnel que je vous propose, c'est celui du Thomas Elliot de 1934, qui a parlé de ce qu'on appelle le modèle hiérarchique. Donc, pour cet auteur, la décision est prise sur la base de trois phases. La première phase, c'est la donnée, c'est-à-dire on collecte un certain nombre de données qui n'ont pas une valeur, qui n'ont pas une signification. On va essayer de les traiter, de les analyser pour avoir ce qu'on appelle des informations. Et sur la base de ces informations, on peut prendre des décisions opérationnelles de pilotage ou stratégiques. Donc, le processus, il est basé sur trois étapes. Le deuxième modèle que je propose, ou bien processus décisionnel proposé, c'est celui de Herbert Simon, ou bien Herbert Simon, donc c'est en anglais ou en français, 1947, pardon. Il a proposé un modèle IMC. C'est un modèle aussi de trois phases. I, c'est l'intelligence, M, c'est modélisation, C, c'est choix. Donc, c'est un modèle qui est basé sur trois phases. La première phase, c'est la phase d'intelligence, c'est la phase de l'analyse, de la perception et de la compréhension du phénomène à l'aide de la recherche d'un certain nombre d'informations. Donc, en essayant de répondre à la question quel est le problème. La deuxième phase est la phase de modélisation.
c'est la phase de l'étude des différents scénarios possibles qu'on peut avoir sur la base, bien sûr, d'un certain nombre d'informations, en essayant de répondre à la question: quelles sont les solutions possibles? Parce on aura sûrement, dans le cas de résolution d'un problème, il y a toujours plusieurs solutions possibles. L'objectif, c'est de faire des choix. C'est la troisième phase, c'est la phase de choix. C'est la sélection de la meilleure solution compte tenu des différentes contraintes qui existent, en essayant de répondre à la question: laquelle est la meilleure? Ça veut dire, quelle est la solution, la meilleure solution possible pour résoudre ce problème. Un autre, processus décisionnel que je propose aussi, c'est le modèle ou la démarche stratégique de l'auteur Oréal, qui a parlé des besoins en information. La première phase, c'est la détermination des besoins en information. Comme ça, on peut faire des recherches au niveau interne et au niveau externe à l'entreprise. Une fois l'information est recherchée, elle doit être analyser pour participer à la prise de décision. Et la prise de décision, il faut bien sûr déterminer les objectifs souhaités et aussi les critères pour réaliser ces objectifs. Après, la phase suivante, c'est l'exécution, c'est la mise en action de cette décision prise. Il ne faut pas oublier, bien sûr, une dernière étape qui est le contrôle. Ça veut dire mesurer les écarts qui existent entre ce qui a été réalisé, ce qui a été fixé au départ. Un autre modèle décisionnel est celui de Raimundo dos Santos, qui a parlé, lui, dans son modèle, de ce qu'on appelle la veille technologique. Donc, pour lui, la décision est prise à l'aide de la veille technologique sur la base de ces étapes qui sont devant vous. La première étape est la précision des éléments à surveiller, ce qu'on appelle les facteurs clés de succès. Euh, une fois ces facteurs sont précisés par l'entreprise, on passe à la recherche et à la collecte de l'information, et puis on la diffuse, ou bien on les diffuse aux personnes concernées. Les personnes concernées vont traiter et analyser ces informations, les valider et puis les diffuser aussi aux décideurs. Les décideurs, ils vont faire ou bien proposer une synthèse sur la base de laquelle la décision est prise. Un autre processus décisionnel du groupe de Stéphane Goria, de Knopf, de Amos et de Geffroy de 2005. Ils ont parlé de la veille stratégique et de l'intelligence économique. Donc, pour ce groupe, la décision est prise sur la base d'un grand processus qu'on appelle processus d'intelligence économique, qui est basé sur, bien sûr, les phases suivantes. La première phase, c'est la définition du problème décisionnel. Quel est le problème exactement? Après, on transforme le problème en un problème de recherche d'information. Il faut identifier les sources pertinentes et après, on démarre la recherche d'informations pertinentes. L'étape suivante, c'est le traitement, l'analyse de ces informations. Il faut les interpréter sur la base desquelles on prend une telle ou telle décision. Et la dernière étape, c'est la protection du patrimoine, bien sûr immatériel, et la capitalisation. On l'appelle aujourd'hui le knowledge management ou bien la gestion des connaissances ou bien le management des connaissances. Le modèle décisionnel de Corinne Cohen, qui a parlé, lui, de l'intelligence économique tout court en 2007. Donc, le processus décisionnel est basé tout d'abord sur la détermination des besoins, la recherche et la collecte, le traitement, la diffusion, l'utilisation, le feedback, c'est-à-dire le retour pour voir s'il y a des actions correctives, s'il y a des anomalies quelque part à corriger. Et finalement, il y a le contrôle pour bien sûr mesurer toujours les écarts entre ce qui a été réalisé, ce qui a été fixé au préalable, au départ, préalablement au départ.
Et là, bien sûr, on n'a pas beaucoup parlé de contrôle. C'est une étape qui est très importante et que beaucoup d'entreprises ne se, c'est-à-dire négligent beaucoup. Et dans l'entreprise, on peut distinguer trois niveaux de contrôle. Le premier niveau de contrôle, c'est un contrôle stratégique qui utilise l'ensemble des processus et des systèmes qui permettent à la direction d'arrêter et d'ajuster les choix prises, plutôt pris par l'entreprise elle-même. Donc là, c'est un contrôle stratégique, ça veut dire que l'entreprise elle a le droit d'arrêter carrément l'activité pour ajuster peut-être des missions, des métiers, des domaines d'activité stratégiques, des facteurs clés de succès, ça dépend de la situation. Euh, un autre type ou bien un autre niveau de contrôle, c'est un contrôle de gestion. C'est un niveau qui utilise l'ensemble des processus et systèmes qui permettent aux dirigeants de s'assurer que les choix stratégiques et les actions courantes seront ou ont été cohérents. Ça, c'est un contrôle qui met la relation entre le stratégique et l'opérationnel. Ce qui a été décidé, est-ce que tout va bien? Est-ce que les actions courantes sont cohérentes au niveau stratégique? Est-ce que les actions courantes sont cohérentes au niveau opérationnel, dans le présent, dans le futur et dans le passé? Troisième niveau, c'est le contrôle d'exécution, c'est le courant, c'est l'opérationnel, c'est le fait d'utiliser l'ensemble des processus et systèmes de l'entreprise, permettant cette fois-ci de garantir aux responsables que les actions qui relèvent de leur autorité sont mises en œuvre selon les objectifs tracés. Et là, c'est toujours dans le présent, dans le passé et dans le futur. Donc voilà les trois niveaux de contrôle que l'entreprise doit toujours maîtriser pour bien sûr euh, garantir le bon fonctionnement de ces activités. Un autre processus que je veux partager avec vous, c'est celui c'est le processus que j'ai proposé moi-même en 2013. C'est un processus qui se base sur deux grandes phases, la phase de la veille stratégique et la phase de l'intelligence économique, parce il y a une grande différence entre ces deux concepts. Ça commence par l'identification des besoins en information, en passant par la recherche d'informations. Et dans la recherche d'informations, vous avez deux environnements, soit l'environnement interne à l'entreprise, soit l'environnement externe à l'entreprise. Alors là, je peux voir le processus, on peut le voir, voilà. Donc, on commence par l'identification des besoins en information et on passe à la recherche de l'information, soit au niveau stratégique, soit au niveau opérationnel. Et là, vous avez deux sources d'information, l'environnement interne et l'environnement externe. L'environnement interne, c'est la base de données de l'entreprise. C'est tout ce qui est rapport, archives, études qui sont, je dirais, euh, mises dans la base de données de l'entreprise. Et vous avez l'environnement externe où on peut distinguer entre les sources formelles et les sources informelles. Alors, les sources formelles, c'est tout ce qu'on peut toucher, c'est tout ce qui a c'est ce caractère tangible qui peut garantir la pérennité de l'information. C'est les ouvrages, les brevets, les bases de données, les textes juridiques. Et vous avez aussi les sources informelles. C'est tout ce qui est collecté à travers les salons, le relationnel, les missions de voyage, les événements scientifiques, etc. Quelle que soit la source, il faut contrôler et évaluer sa fiabilité. Si je prends le cas des blogs, ils ne sont pas fiables. Il faut trouver ou bien chercher une source fiable dont l'information sera aussi fiable. Et une fois la source est fiable, on choisit l'information. Alors, si la source est fiable,
Si la source plutôt n'est pas fiable, donc on ne va pas valider l'information, on va refaire toutes les étapes précédentes. Par contre, si la source est fiable, on valide l'information et on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est l'étape du traitement et de l'analyse de l'information. Et là, c'est une étape qui procure à l'entreprise ou bien à l'information une très forte valeur ajoutée. On a besoin c'est-à-dire des personnes professionnelles pour faire le traitement et l'analyse. Et après, il faut stocker et diffuser ces informations à la personne concernée ou bien aux personnes concernées, soit par importance, soit par objectif, soit par destinataire. Jusque-là, on a terminé le cycle de la veille stratégique. C'est la recherche de l'information, le traitement, l'analyse et le stockage et la diffusion de l'information. L'intelligence économique va au-delà de la veille stratégique. Ça veut dire l'information, lorsqu'il est diffusé à la personne concernée qui sont les décideurs, il faut concrétiser ça par la prise de décision. Ça, d'une chose, d'une part. D'une autre part, il faut bien sûr protéger ces informations parce ils ont pris de la valeur. Et c'est un investissement pour traiter et analyser un certain nombre d'informations. Donc, il faut les protéger. Donc, la protection, la sécurisation des informations sont euh, très importantes au sein de l'entreprise. Il ne faut pas oublier une autre action qui est l'influence. On l'appelle aussi lobbying. Ça veut dire mettre la pression sur son environnement à travers des actions différentes. Ce projet ou bien ce processus de 2013, il a été développé à l'aide de l'auteur Jean-Louis Monino. Donc, on l'a développé ensemble en 2016. Donc, il a été développé pour donner, en introduisant le big data, l'open data, et ça a donné le processus suivant avec quatre phases cette fois-ci. C'est la gouvernance, la protection, l'intelligence économique, la veille et l'observation. En introduisant bien sûr, comme je viens de dire, le big data, l'open data, le savoir aussi. Et voilà le nouveau processus décisionnel basé sur les nouvelles contraintes de l'environnement. Euh, Voilà. Donc, on s'arrête à ce niveau et on enchaîne la séance prochaine. Je vous remercie.